21 mars 1944, 7h18 du matin. Ouest de l'Ukraine, zone boisée à 32 km de la ville de Ternopil. Le mécanicien conducteur Vasnetsov jeta un coup d'œil par la fenêtre à triple vitrage de son T-34 et vit ce qu'aucun tankiste n'aurait dû voir s'il tenait à sa vie. 12 chars Tigre allemands. 12 monstres d'acier de 56 tonnes, armés de canons de 88 mm, capables de percer le blindage d'un char soviétique à 2000 mètres de distance comme un couteau dans du beurre. Son T-34 pesait 32 tonnes. Son blindage frontal atteignait 45 mm d'épaisseur. Son canon mesurait 76 mm. Dans les manuels, on le qualifiait de char moyen. En pratique, face au Tigre, on le surnommait cercueil. Vasnetsov était seul. Le chef de char avait été tué 3 minutes plus tôt par des éclats d'obus qui avaient traversé la trappe ouverte. Le tireur était sonné par la déflagration. Le chargeur tentait de stopper l'hémorragie du radio, dont le bras gauche avait été arraché. Ils étaient tombés dans une embuscade lors d'une mission de reconnaissance. Les communications étaient coupées. Les renforts, s'ils arrivaient un jour, se trouvaient à 7 km. 12 contre 1. 12 équipages de 5 hommes chacun. 60 équipages de chars allemands contre un seul conducteur mécanicien soviétique, le seul membre d'équipage encore opérationnel au combat. Vasnetsov fit pivoter le char vers la gauche. Le moteur rugit. Les chenilles mordaient la terre ukrainienne humide. Il comprit qu'il lui restait 8 minutes, peut-être 9, avant que les chars allemands ne l'encerclent complètement et ne mitraillent son T-34 avec leurs canons à longue portée à distance de sécurité. Alors, le conducteur mécanicien Vasnetsov fit quelque chose qui ne figurait dans aucun manuel de l'armée rouge, aucune instruction, aucun manuel tactique. Il se mit à tourner en spirale, à toute vitesse, autour de l'ennemi. Ce qui se passa pendant les 8 minutes et 23 secondes qui suivirent changea à jamais la doctrine soviétique des chars. La manœuvre que Vasnetsov exécuta en dernier recours, sauvant sa vie et celle de ses camarades blessés, fut enseignée 6 mois plus tard dans toutes les écoles de chars, de Moscou à Vladivostok. Mais à 7h18 du matin, le 21 mars, Vasnetsov l'ignorait. Il ne savait qu'une chose. Dans quelques secondes, les artilleurs allemands auraient son char dans leur viseur. Et tout serait fini. Le sergent-chef de la garde, Dmitri Fyodorovitch Vasnetsov, 27 ans. Originaire de Gorki, il y travaillait avant la guerre comme chauffeur sur la ligne de bus numéro 8. Vasnetsov a conduit ce bus pendant 4 ans, de 1937 à 1941. Durant ces 4 années, il n'a jamais eu d'accident, n'a jamais reçu d'amende et n'a jamais été en retard de plus de 3 minutes. Il fut mobilisé en octobre 1941. Grâce à son expérience de pilote, il fut envoyé directement à l'école de chars de Kazan. La formation dura 3 mois au lieu des 6 prévus. La guerre avait besoin d'hommes. Dès février 1942, Vasnetsov était aux commandes d'un véritable T-34 près de Kharkov. De février 1942 à mars 1944, Vasnetsov effectua 24 mois de service en première ligne. Il participa à 32 batailles et remplaça 4 chars, les 3 précédents ayant été mis hors de combat. Il fut brûlé à 2 reprises, souffrit d'un traumatisme de guerre et fut blessé à l'épaule gauche par des éclats d'obus. En août 1942, il reçut la médaille pour acte de courage, pour avoir secouru l'équipage d'un char immobilisé sous le feu ennemi. Vasnetsov n'était pas un héros au sens classique du terme. Il ne se jetait pas tête baissée dans la bataille, il ne criait pas de slogan, il ne rêvait pas de médaille d'or. C'était un conducteur méthodique et calculateur, qui connaissait sa voiture aussi bien qu'il avait connu son bus autrefois. Chaque levier, chaque bruit du moteur, chaque détail de la transmission et de la suspension. Les commandants appréciaient Vasnetsov pour sa fiabilité. Ses camarades l'appréciaient pour son calme. Au combat, quand les obus explosaient de toutes parts, quand le char rugissait et empestait la poudre, quand la mort était à 2 mètres ou à 20 secondes, Vasnetsov gardait toujours son sang-froid. Ses mains ne tremblaient jamais sur les commandes. Sa voix ne trahissait jamais rien dans l'interphone. Il faisait son devoir. Avant la guerre, Vasnetsov était marié à Maria, infirmière à l'hôpital municipal. Ils s'étaient unis en 1939. Ils n'eurent pas d'enfants, faute de temps.
Maria fut évacuée vers l'Oural à l'automne 1941. Elle lui écrivait. Vasnetsov reçut sa dernière lettre d'elle en janvier 1944. Elle y écrivait qu'elle travaillait à l'hôpital, qu'elle l'attendait et qu'il se reverrait certainement après la victoire. Vasnetsov gardait cette lettre dans la poche poitrine de sa tunique. Il la relisait après les batailles, lorsqu'il était encore en vie et que d'autres périssaient. La lettre lui rappelait sa raison d'être. Pourquoi il montait chaque jour dans un cercueil d'acier de 32 tonnes et partait tuer ou être tué. Vasnetsov servait dans l'équipage d'un char commandé par le lieutenant Krotov, âgé de 23 ans et originaire de Saratov. Le tireur était le sergent-chef Petukov, âgé de 20 ans et originaire de Voronej. Le chargeur était le soldat Nosov, âgé de 19 ans et originaire de Tambov. L'opérateur radio était le soldat Shilov, âgé de 21 ans et originaire de Ryazan. Ils ont combattu ensemble pendant 7 mois. C'était leur deuxième char. Le premier avait brûlé près de Koursk en juillet 1943, mais tous avaient survécu. Au fil de ces 7 mois, ils étaient devenus bien plus qu'un simple équipage. Ils étaient devenus quelque chose de plus profond. Vasnetsov savait comment Krotov commandait, calmement, sans crier, mais avec clarté. Il savait que Petukov visait lentement, mais avec précision. Il savait que Nosov travaillait comme une machine, silencieusement, avec régularité, sans jamais rater ses obus. Il savait que Shilov pouvait percevoir, dans les interférences radio, des choses que les autres ne pouvaient pas entendre. Le 21 mars, ils furent envoyés en mission de reconnaissance. La mission était simple. Déterminer si des forces allemandes se trouvaient dans la forêt à l'ouest du village de Veliki et Birki. D'après les renseignements, la zone était censée être vide. Les renseignements étaient erronés. Le problème du tigre était simple et mortel. Il vous voyait avant que vous ne le voyiez, et tuait à une distance où vous ne pouviez même pas réagir. Vasnetsov aperçut son premier char Tigre détruit en août 1943 près de Prokhorovka. L'engin monstrueux gisait en bordure d'un champ, sa tourelle pointée vers les lignes soviétiques. Vasnetsov s'en approcha après la bataille. Le char n'était pas en feu, son équipage l'avait simplement abandonné. Le blindage avait été touché 14 fois par des obus soviétiques. 14 impacts, chacun de la taille d'un poing, mais aucune perforation. Le lieutenant Krotov a alors déclaré « Pour détruire cette machine, il faut la toucher sur le côté à 300 mètres de distance, ou se placer derrière elle, ou attendre qu'elle soit à court de carburant. » 3 options. Toutes 3 nécessitaient soit un miracle, soit un suicide. En mars 1944, Vasnetsov en savait plus sur les chars Tigre qu'il ne l'aurait souhaité. Il savait que la tourelle du Tigre pivotait lentement, une rotation complète en 60 secondes, contre 30 pour le T-34. Il savait que le Tigre pesait 56 tonnes et se déplaçait dans la boue à 15 km/h, tandis que le T-34 atteignait 35. Il savait que la transmission du Tigre tombait souvent en panne, que les Allemands craignaient de le faire traverser les ponts et que ces chars avaient des problèmes de fonctionnement par temps froid en hiver. Mais il savait aussi que tout cela n'avait plus aucune importance lorsqu'un Tiger vous surprenait à découvert. Son canon de 88 mm réduirait alors un T-34 en miettes enflammées d'un seul coup. Vasnetsov a perdu des amis à cause des Tigres. Beaucoup d'amis. Le premier était le conducteur mécanicien Gromov, Sergueï Petrovitch, 32 ans, originaire de Toula. Ils s'étaient rencontrés à l'école de blindés de Kazan. Ils prirent le même train pour le front et servirent dans le même bataillon. Gromov mourut le 23 juillet 1943, près de Prokhorovka. Son T-34 brûla pendant 18 minutes. Il n'y eut aucun survivant. Vasnetsov en fut témoin. Ils attaquaient en compagnie, 9 chars. 3 chars Tigre apparurent devant eux. Le commandant de compagnie ordonna de faire demi-tour et de battre en retraite. Une attaque frontale n'avait aucun sens. Gromov fut le premier à faire demi-tour. Son char filait à toute allure, ses chenilles soulevant un nuage de poussière. Il était presque sorti. Encore 200 mètres jusqu'au ravin où il pourrait se mettre à couvert. L'obus frappa la poupe. Vasnetsov aperçut un éclair, puis une colonne de fumée noire. Le char de Gromov s'immobilisa. Des flammes jaillissaient du compartiment moteur.
les écoutilles restaient bloquées. Vasnetsov comprit alors que l'équipage à l'intérieur était déjà mort, tué par l'impact ou par l'incendie. Le second était le commandant de char Bourmitstrov, le lieutenant Alexandre Ivanovitch, âgé de 25 ans et originaire de Moscou. Homme instruit et cultivé, il avait étudié à l'Institut des ingénieurs des transports avant la guerre. Bourmitstrov fut tué le 27 janvier 1944 près d'Ouman. Son char tomba dans une embuscade tendue par 4 chars Tigre qui tiraient depuis une colline. Bourmitstrov tenta une manœuvre, mais manœuvrer face à 4 chars lourds en terrain découvert était vain. Le 3e obus frappa la tourelle. L'explosion des munitions fit exploser le char de l'intérieur. Les 3e, 4e et 5e hommes étaient les membres d'équipage du char Lesnik. Le commandant Saveliev, le tireur Koulikov, le chargeur Romanov, l'opérateur radio Beliaev et le conducteur mécanicien Zaïtsev. Tous les 5 furent tués simultanément le 8 mars 1944 près de Proskourov. 2 chars Tigre attaquèrent leurs chars de part et d'autre. Le premier obus perça le flanc gauche, le second le flanc droit. Le char s'immobilisa et commença à brûler. Les trappes ne s'ouvrirent jamais. Pendant les 24 mois de la guerre, Vasnetsov a vu mourir 73 équipages de chars soviétiques. Il ne les connaissait pas tous personnellement. Certains, il ne les a vus que morts, des corps calcinés extraits de véhicules détruits. Mais il se souvenait de chacun d'eux, de leur visage, de leur nom, des circonstances de leur mort. Parmi ces 73 morts, 41 ont été tués par des chars Tigre. 41 équipages de chars, 8 équipages complets et 1 incomplet. Le problème résidait dans la portée. Le Tiger ouvrit le feu à 1500 mètres. À cette distance, le T-34 ne pouvait pas percer son blindage frontal. Pour avoir une chance, il devait s'approcher à moins de 500 mètres. Mais sur ces 1000 mètres, qu'il devait couvrir sous le feu ennemi, les artilleurs allemands parvinrent à tirer 4 ou 5 obus. 4 ou 5 obus contre un seul char. Chaque obus pesait 10 kg. Chacun volait à 800 mètres par seconde. Chacun perçait complètement le blindage du T-34. La doctrine soviétique en matière de chars imposait d'attaquer les Tigres en masse. Si l'ennemi disposait de 3 chars lourds, il fallait lancer 9 chars moyens. S'il en avait 5, 15. L'objectif était de se rapprocher à tout prix. Les 5 ou 6 premiers chars seraient détruits, mais les autres parviendraient à se rapprocher suffisamment pour atteindre une portée de tir efficace. Sur le papier, cette doctrine fonctionnait. En réalité, cela signifiait que sur 3 chars lancés à l'attaque de chars Tigre, 2 ne revenaient pas. Vasnetsov comprenait les mathématiques de la guerre. Ce n'était ni un stratège, ni un tacticien, mais il savait compter. En 7 mois de service dans la même unité que Krotov, leur compagnie perdit 18 chars. 18 véhicules, 90 hommes d'équipage. Sur ces 94, 34 furent tués, 27 blessés et 29 survécurent. Vasnetsov figurait parmi ces 29. Pour l'instant. Il ignorait pourquoi il avait survécu. Chance, talent, volonté divine. Il n'était pas religieux, mais dans le char, sous les obus qui explosaient tout autour de lui, sous les éclats d'obus qui sifflaient contre le blindage comme de la grêle sur un toit en tôle, même les non-croyants se mirent à prier. Le matin du 21 mars, Vasnetsov se réveilla à 4h30. Il se lava à l'eau froide de sa gourde. Il prit un petit déjeuner composé de biscuits et de saindoux. Il but du thé chaud dans sa gamelle. À 5h15, il reçut sa mission de combat. La mission était classique, une reconnaissance en force. Un char, leur T-34, devait ratisser la forêt à l'ouest du village de Velikiye-Birki. D'après la reconnaissance au sol, les Allemands s'étaient retirés de cette zone 3 jours auparavant. Il fallait vérifier. Le lieutenant Krotov a ri en entendant la mission. Un char en mission de reconnaissance dans la forêt ? Si les Allemands sont là, ils n'auront même pas le temps de nous trouver. Nous ne reviendrons tout simplement pas. Le commandant du bataillon, le major Selezniev, officier de carrière de 47 ans, répondit « C'est précisément pour cela que j'envoie ma meilleure équipe. En cas d'embuscade, vous aurez au moins le temps de donner l'alerte par radio. » Krotov n'a plus discuté. Un ordre est un ordre. À 5h45, ils partirent. Le char emprunta un chemin de terre,
puis s'enfonça dans la forêt. Vasnetsov conduisait prudemment, évitant les cratères d'obus, les arbres tombés et les véhicules détruits. Les éclaireurs en tête ne repérèrent pas l'ennemi. Mais Vasnetsov savait qu'ils avaient peut-être manqué leur cible. Les éclaireurs ne voient pas les chars allemands en embuscade de la même manière qu'un char lui-même. À 6 minutes 27, l'opérateur radio Shilov capta des propos en allemand. Krotov ordonna l'arrêt. Le char s'immobilisa. Un silence se fit à bord, tous écoutant les grésillements des ondes et des bribes de conversation en langue étrangère. Shilov a dit « Commandant, c'est une radio de char. Ils sont proches, très proches. » Krotov jeta un coup d'œil par la fenêtre à triple vitrage de la coupole du commandant, puis ouvrit l'écoutille et se pencha. Vasnetsov aperçut sa silhouette à travers la fente d'observation. Le lieutenant tournait lentement la tête, scrutant le fourré brumeux. Krotov se laissa alors brusquement tomber à l'intérieur et ferma l'écoutille. Sa voix retentit dans l'interphone. « Vasnetsov, marche arrière, lentement, silencieusement. » Vasnetsov passa la première. Le char commença à reculer. Le lieutenant continuait de scruter l'horizon à travers les vitres à triple vitrage. Vasnetsov ne voyait pas ce qui se trouvait devant lui, mais il distinguait le visage du commandant. Et cela lui suffit pour comprendre qu'ils étaient en danger. Le char recula de 15 mètres, puis de 20, puis de 30. Krotov commençait déjà à pousser un soupir de soulagement. Peut-être qu'ils arriveraient à temps. Peut-être que les Allemands ne l'avaient pas remarqué. À 6 minutes 34, un tigre est apparu derrière les arbres sur la gauche, puis un deuxième, puis un troisième. Vasnetsov les aperçut par la fente d'observation. 3 silhouettes imposantes, peinture grise, numéro tactique blanc sur les tourelles. Krotov cria « En avant, plein gaz !» Vasnetsov actionna les leviers. Le moteur rugit, le char bondit en avant. Mais il était trop tard. À droite, derrière un autre bosquet d'arbres, 4 autres tigres émergèrent. 3 autres derrière. 2 autres devant. 12 chars lourds allemands encerclaient un T-34 soviétique isolé, formant un anneau d'un rayon d'environ 250 mètres. Vasnetsov fit demi-tour avec le char, cherchant une sortie. Il n'y en avait aucune. De tous côtés se dressaient des masses d'acier gris, les longs canons pivotant lentement, pointant vers leur cible. Krotov s'empara du micro-radio. « Star One, ici Eagle 3. Nous sommes tombés dans une embuscade. 12 tigres. Coordonnées ?» Il n'eut pas le temps de donner les coordonnées. L'obus explosa à 10 mètres à gauche du char. L'onde de choc secoua le véhicule. Des éclats d'obus criblèrent le blindage. Le deuxième obus a survolé la tour et a sectionné l'antenne. Krotov jura. « La connexion est perdue. Shilov, répare l'antenne. » Shilov se dirigea vers la trappe de l'opérateur radio. Il l'ouvrit et se pencha pour atteindre les restes de l'antenne sur le toit de la tourelle. Le troisième obus explosa 5 mètres à droite. Un éclat de la taille d'une paume traversa la trappe ouverte et frappa Shilov à l'épaule gauche. Le choc fut si violent qu'il lui arracha le bras. Shilov hurla et s'écroula à l'intérieur du char. Du sang gicla sur les parois du compartiment de combat. Le chargeur Nosov accourut à ses côtés, tentant de stopper l'hémorragie. Le tireur Petukov était assis derrière le viseur, mais il ne pouvait pas tirer. Le char bougeait, le viseur était instable et les tigres étaient trop éloignés pour un tir précis. Le lieutenant Krotov, penché hors de la trappe de la coupole du commandant, tentait d'évaluer la situation. Vasnetsov aperçut ses pieds devant lui. Le 4e obus explosa 2 mètres devant le char. La terre se souleva en une colonne. Vasnetsov, par réflexe, vira à droite pour éviter le cratère. Le char s'inclina en traversant le terrain accidenté. Le 5e obus frappa exactement à l'endroit où se trouvait le char une seconde auparavant. Si Vasnetsov n'avait pas viré, l'obus aurait touché le flanc. Krotov cria « Vasnetsov, il se rapproche, nous devons bouger, ne restez pas immobile !» Vasnetsov n'en avait aucune intention. Il zigzaguait avec le char, évitant les arbres, changeant de vitesse et de direction. Mais il savait que cela ne le sauverait pas. Les artilleurs allemands étaient expérimentés. Ils tiraient méthodiquement, ajustant leurs tirs. Ils étaient en train de viser. Ils auraient atteint la cible dans 1 minute. Le 6e obus explosa derrière le char.
le 7e par la gauche, le 8e par la droite. Le cercle d'explosion se resserra autour de celui-ci. Vasnetsov observait par la fente d'observation les tourelles des chars Tiger qui pivotaient lentement, suivant ses mouvements. Chaque tourelle pesait 11 tonnes et était actionnée par un moteur électrique. La vitesse de rotation était de 6 degrés par seconde. Une rotation complète prenait 60 secondes. Plus rapide qu'un humain ne peut tourner, plus lent qu'un T-34 ne peut tourner. Le 9e obus frôla le toit de la tourelle, y creusant une profonde entaille sans toutefois la pénétrer. Le 10e frappa le sol juste sous les chenilles, projetant le char dans les airs. Vasnetsov parvint de justesse à en garder le contrôle. Le 11e obus passa devant la fente d'observation, à un demi-mètre de distance. Vasnetsov l'aperçut. Une ombre grise et floue qui traversa son champ de vision et disparut avant même qu'il ait pu la comprendre. Krotov cria dans l'interphone. « Petukov, tirez! Sur n'importe quel tigre! Au moins, distrayez-les !» Petukov visa le char allemand le plus proche et tira. L'obus frappa le blindage frontal du tigre et ricocha dans les airs. Aucun dégât ne fut constaté. Le 12e obus frappa le canon du T-34. Un terrible grondement résonna dans le char. Le canon se tordit. Le canon fut mis hors service. Il ne pouvait même plus riposter. Le 13e obus explosa sous le char. L'explosion souleva le véhicule de 32 tonnes et le projeta sur le côté. Le char bascula sur son flanc gauche, puis retomba sur ses chenilles avec un bruit métallique. À l'intérieur, tout était sans dessus-dessous. Vasnetsov se cogna la tête contre la fente de vision. Du sang lui monta aux yeux. Le 14e obus frappa l'arrière du char, arracha la plaque de blindage arrière et pénétra dans le compartiment moteur. Le moteur cala. Le char s'immobilisa. Et puis, le 21 mars 1944, à 6h39 du matin, se produisit quelque chose d'inattendu. Le moteur a redémarré. Vasnetsov tourna la clé de démarrage. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le moteur toussa, rugit. L'obus avait endommagé le radiateur, brisé une partie du système d'alimentation, mais n'avait pas calé. Le char prit vie. Vasnetsov fit vrombir le moteur à plein régime. Il enclencha la première vitesse. Le char bondit en avant. Le 15e obus allemand passa à toute vitesse, là où, 1 seconde auparavant, se trouvait un char immobile. Le lieutenant Krotov se pencha hors de l'écoutille pour mieux voir. Le 16e obus explosa à 3 mètres du char. Un éclat d'obus le frappa à la poitrine. Le lieutenant retomba dans la tourelle. Vasnetsov se retourna. Le commandant gisait immobile. Du sang recouvrait le sol du compartiment de combat. Petukov cria « Le commandant est blessé! Nosov, à l'aide !» Mais Nosov ne pouvait rien faire. Il tenait le moignon de Shilov, essayant d'empêcher l'opérateur radio de se vider de son sang. Vasnetsov se retrouva seul. Un seul membre d'équipage valide. Un homme contre 12 chars, 60 ennemis, 72 tonnes de blindage allemand et 12 canons de 88 mm. Il aurait pu se rendre, arrêter le char, en sortir, lever les mains. Peut-être les Allemands l'auraient-ils épargné. Peut-être les blessés auraient-ils été envoyés à l'hôpital. Peut-être la guerre se serait-elle terminée pour Vasnetsov dans un camp de prisonniers et il serait rentré chez lui, auprès de Maria, après la victoire. Peut-être. Soit les Allemands vont tout simplement abattre tout le monde, soit les blessés vont mourir en route vers la captivité. Soit... Vasnetsov n'y pensait pas. Il pensait à autre chose. Il trouvait les tigres lents. La tourelle pivote de 6 degrés par seconde. Le char pèse 56 tonnes. En terrain boisé, sa vitesse maximale est de 20 km par heure. Le T-34 pèse 32 tonnes. Sa vitesse maximale sur terrain non pavé est de 35 km par heure. La tourelle pivote de 12 degrés par seconde. Vasnetsov était chauffeur. Il conduisait un bus en ville depuis 4 ans. Il savait ce que c'était que de manœuvrer à grande vitesse. Il savait ce que c'était que d'éviter un obstacle sans ralentir. Il savait ce que c'était que de prendre un virage si serré que les passagers s'agrippaient aux barres de maintien. Et il savait que s'il agissait vite, s'il changeait constamment de direction,
S'il ne laissait pas l'ennemi viser, Vasnetsov fit rugir le moteur. Il tourna le char vers la gauche. Il accéléra à fond. Le T-34 s'est précipité en avant. Il était 7h21 du matin. Vasnetsov conduisait son char en arc de cercle, contournant un anneau de chars Tigre allemand. Il roulait à 32 km/h, le maximum qu'il pouvait tirer de son moteur endommagé. Les chars Tigre étaient positionnés à environ 250 mètres de distance, formant un cercle approximatif d'environ 600 mètres de diamètre. La forêt, arbres, ravins, troncs d'arbres tombés, les empêchaient de se rapprocher. Les commandants allemands avaient positionné leurs véhicules de manière à contrôler toutes les voies de fuite possibles. Vasnetsov a piloté son T-34 entre deux chars Tiger, en maintenant une distance d'environ 300 mètres de chacun. Assez loin pour que la visée soit difficile, mais assez près pour rester dans l'encerclement. Pendant les 10 premières secondes, les Allemands ne tirèrent pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que le char soviétique se dirige vers eux, au lieu de s'éloigner. Vasnetsov vit, à travers la fente d'observation, les tourelles du Tigre pivoter, tentant de le prendre pour cible. Mais il se déplaçait trop vite. Le char avançait de 9 mètres par seconde. La tourelle du Tigre pivotait de 6 degrés durant ce laps de temps. Vasnetsov fit le calcul mentalement. Si un char décrit un arc de cercle de 300 mètres de rayon à une vitesse de 32 km/h, sa vitesse angulaire est d'environ 3 degrés par seconde par rapport au centre du cercle. La tourelle du Tiger pivote à une vitesse de 6 degrés par seconde. Cela signifie que le tireur allemand bénéficie d'un avantage de 3 degrés par seconde. Mais cet avantage disparaît si le char change de direction. Vasnetsov vira brusquement à droite. Le T-34 s'inclina, ses chenilles soulevant la boue. Le char parcourut 20 mètres sur une nouvelle trajectoire, puis Vasnetsov vira de nouveau, cette fois à gauche. Le 17e obus allemand explosa à l'endroit même où se trouvait le char une seconde auparavant. Vasnetsov a compris. Ça marche. Il se souvenait des lignes de bus de Gorky. La ligne 8 traversait les rues étroites de la vieille ville. Virages serrés, intersections, piétons surgissant devant le bus. Vasnetsov a emprunté cette ligne pendant 2 ans. Durant ces 2 années, il a appris à ressentir chaque centimètre de son bus, chaque degré de braquage, chaque seconde de freinage et d'accélération. Le char était plus lourd qu'un bus. Il n'était pas dirigé par un volant, mais par des leviers qui freinaient la chenille gauche ou droite, forçant ainsi le véhicule à tourner. Le principe restait cependant le même, anticiper la trajectoire, percevoir l'inertie et exploiter chaque centimètre carré d'espace. Vasnetsov tourna le char à gauche, parcourut 50 mètres, puis tourna à droite. Puis à gauche à nouveau. Puis à droite encore une fois. Il ne se déplaçait pas en cercle. Il se déplaçait en spirale. Chaque spire de la spirale était légèrement plus petite que la précédente. Vasnetsov réduisait progressivement le rayon, se rapprochant du centre du cercle formé par les tigres. Pourquoi ? Parce qu'au centre, il se trouvait à distance maximale de tous les chars allemands simultanément. À la périphérie du cercle, il était proche d'un ou deux tigres, dangereux. Au centre, il était loin des 12, relativement en sécurité. Le 18e obus allemand frappa un arbre à gauche du char. Le canon explosa et s'effondra. Vasnetsov le contourna sans ralentir. Le 19e obus explosa plus loin. Vasnetsov fit demi-tour et partit dans l'autre sens. Le 20e obus passa au-dessus de la tourelle. Le tireur allemand avait mal évalué son avance. Vasnetsov entendit des cris derrière lui, dans le compartiment de combat. Petukov criait quelque chose à propos de Krotov. Nosov criait quelque chose à propos de Shilov. Vasnetsov ne pouvait pas distinguer les mots. Le moteur rugissait dans son casque, les chenilles crissaient et les obus explosaient à l'extérieur. Il se concentrait sur la conduite, uniquement sur la conduite. Les mains sur les leviers, les pieds sur les pédales, les yeux rivés sur le judas. Apercevoir un obstacle, le contourner. Apercevoir l'éclair d'un tir allemand, faire un écart. Voir la tourelle du Tiger pivoter, déterminer sa cible, s'en éloigner. 21e obus, 22e, 23e. Tout est vain. Vasnetsov commença à comprendre le rythme des combats. Les artilleurs allemands ne tiraient pas simultanément.
Chaque char faisait feu lorsqu'il était prêt, lorsque le tireur avait la cible dans son viseur, lorsque le chef de char donnait l'ordre, lorsque le chargeur chambrait l'obus. Entre 5 et 15 secondes s'écoulaient entre les tirs, selon la vitesse de déplacement de la tourelle et l'expérience de l'équipage. Vasnetsov apprit à anticiper les tirs. Il vit la tourelle du Tigre ralentir sa rotation, ce qui signifiait que le tireur avait déjà visé et s'apprêtait à tirer. Vasnetsov actionna le levier, le char pivota et l'obus manqua sa cible. Le 24e obus a explosé à droite, le 25e à gauche, le 26e à l'arrière. Vasnetsov effectua un nouveau tour de spirale. Le rayon diminua à 250 mètres. Les tigres se trouvaient à une distance de 350 à 400 mètres. La portée était convenable pour tirer sur une cible mobile, mais pas idéale. Les arbres masquaient la vue. Le char se déplaçait rapidement et de façon imprévisible. Les artilleurs allemands manquèrent leur cible. Mais Vasnetsov savait que cela ne pouvait plus durer. Il manquait de carburant, le moteur était endommagé et surchauffait. La transmission était à bout de souffle, les virages incessants à pleine vitesse usaient les mécanismes. Tôt ou tard, quelque chose allait céder. Soit les artilleurs allemands s'adapteraient à ces manœuvres, soit l'un de ces obus, par chance, ferait mouche. J'ai dû tenir bon. Mais combien de temps ? 5 minutes ? 10 ? 20 ? Vasnetsov ignorait où se trouvaient les renforts. Il ignorait si le commandant Selezniev avait reçu leur dernier message concernant l'embuscade. Il ignorait si des chars soviétiques allaient venir à la rescousse. Il ne savait qu'une chose. Chaque seconde de vie était une chance. Une chance que les secours arrivent. Une chance que ses camarades blessés survivent. Une chance de retourner auprès de Maria. Le 27e obus s'abattit sur le sol devant le char. Une gerbe de boue et de pierres s'abattit sur le blindage. La triple vitre du viseur se fissura sans se briser. Vasnetsov continua à rouler à l'aveugle pendant 3 secondes, le temps que la boue ruisselle sur la vitre fissurée. Le 28e obus frôla la poupe. Vasnetsov sentit le choc. Le char tangua, mais continua d'avancer. Le 29e obus explosa sous les chenilles. Le char fut projeté en l'air. Vasnetsov se cogna la tête contre la structure métallique du siège. Le monde se mit à tourner devant ses yeux. Il se mordit la lèvre jusqu'au sang, s'efforçant de se concentrer. La chenille droite est endommagée. Le char tire à droite. Il doit compenser en maintenant le levier gauche légèrement plus loin que le droit. Vasnetsov a ajusté les commandes. Le char s'est stabilisé. La 30e obus. La 31e. La 32e. Passé. 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 7h25. 4 minutes s'étaient écoulées depuis le début du combat. Vasnetsov avait bouclé 7 tours de la spirale. Il se dirigeait vers le centre de l'arène, vers le point où la pression était égale de tous côtés, où chaque tigre était à égale distance. Mais le centre signifiait aussi qu'il n'y avait nulle part où aller. Au centre, la spirale s'arrêtait. Et ensuite, Vasnetsov n'y pensait pas. Il pensait au prochain virage, à la seconde suivante, au prochain projectile à éviter. Depuis l'arrière, dans le compartiment de combat, Petukov criait « Vasnetsov, le commandant ne respire plus. Shilov est inconscient. Que devons-nous faire ?» Vasnetsov ne put répondre. Il n'avait pas de réponse. Il était chauffeur, pas médecin. Il ne pouvait rien faire pour les blessés. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était les empêcher de mourir sous les obus allemands. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à avancer. Le 33e obus frappa la chenille gauche. Le char fit un brusque tête-à-queue. Vasnetsov parvint de justesse à garder le contrôle et à redresser le véhicule. La chenille était endommagée, mais pas arrachée. Le char avançait plus lentement, 27 km/h au lieu de 32. Le 34e obus passa à moins d'1 mètre de la tourelle. Vasnetsov aperçut son ombre à travers la fente d'observation. Une traînée noire qui vacilla et disparut. 7h27. 6 minutes de combat. Vasnetsov a effectué 9 tours de la spirale. Rayon, 150 mètres. Un char se trouvait au centre du cercle. Des tigres l'entouraient, à une distance de 400 à 450 mètres. Et c'est alors que Vasnetsov réalisa ce qu'il avait fait. Il n'a pas seulement esquivé les obus,
Il a forcé 12 chars allemands à pivoter sur eux-mêmes. Tous le suivaient du regard avec leurs tourelles, tous tentaient de viser, tous tiraient. Mais comme il se déplaçait en spirale, changeant constamment de direction, les artilleurs allemands ne pouvaient pas coordonner leurs tirs. Si les tigres avaient tiré une salve, les 12 obus simultanément, Vasnetsov serait mort. 12 obus auraient couvert un rayon de 50 mètres. Où que l'on se tourne, on aurait été touché par l'un d'eux. Mais ils ne tirèrent pas en salve. Chaque char tira indépendamment lorsqu'il était prêt. Et comme Vasnetsov changeait constamment de direction, chaque artilleur allemand ajustait sans cesse sa visée. Dès que la tourelle du Tiger était sur le point d'achever son virage, Vasnetsov virait dans la direction opposée, forçant la tourelle à faire demi-tour. Les équipages de chars allemands poursuivaient des ombres. 35e obus. 36e. 37e. Tout est vain. Vasnetsov n'était pas heureux. Il était trop épuisé pour l'être. Ses mains étaient engourdies par la tension constante exercée sur les leviers. Il avait mal au dos à cause des secousses. Le rugissement du moteur lui donnait des maux de tête. Il faisait une chaleur étouffante dans le réservoir, 40 degrés, peut-être plus. Vasnetsov était trempé de sueur. La sueur lui coulait dans les yeux, brouillant sa vision. Mais il continuait à conduire le char. Tourner à gauche, tourner à droite, encore à gauche, encore à droite. Spirale, spirale sans fin. 7h29 minutes. 8 minutes de combat. Vasnetsov perçut un son nouveau. Ni le grondement des obus, ni le rugissement d'un moteur. Un son différent, lointain, familier. Le bruit des moteurs de chars soviétiques. Il jeta un coup d'œil par la fente d'observation à droite, puis à gauche. Rien. Puis il regarda de nouveau, à travers une brèche dans la plaque de blindage arrière. Là, entre les arbres, à 300 mètres de là, des silhouettes se déplaçaient. Des silhouettes basses, rapides, familières. T-34, 8 pièces. Compagnie. Des renforts sont arrivés. Le commandant des renforts, le capitaine Vorochilov, 31 ans, originaire de Leningrad, un tankiste expérimenté avec 2 ans de service en première ligne, vit une scène que personne n'avait jamais vue auparavant. Un char soviétique solitaire se déplaçait en cercle au centre de la clairière. Autour de lui, formant un cercle approximatif, se tenaient 12 chars tigres allemands. Ils tirèrent sur le char soviétique. Les obus explosèrent autour du T-34, soulevant des gerbes de terre et de fumée. Mais aucun ne l'atteignit. Le char se déplaçait comme un être vivant. Il se tordait, esquivait, changeait de direction toutes les quelques secondes. Les tourelles allemandes pivotaient lentement, tentant de verrouiller leur cible, mais il était toujours trop tard. Vorochilov alluma la radio. « Tous les chars, tigres allemands en avant, frappez les flancs et l'arrière, n'attaquez pas de front, dispersez-vous, attaquez de tous les côtés. » 8 chars soviétiques se répartissèrent en 4 paires. Chaque paire attaqua 2 tigres allemands. Un T-34 les distrayait, l'autre les prenait à revers. Les chars du lieutenant Voronin furent les premiers à ouvrir le feu. 2 T-34 attaquèrent un char Tiger stationné à l'extrémité sud de l'encerclement. Voronin s'avança de front, distrayant le tireur allemand. Son coéquipier, le sergent Frolov, s'approcha par la gauche, sur le côté. Le tigre orienta sa tourelle vers Voronin et fit feu. L'obus frappa le blindage frontal du T-34 et ricocha vers le haut. Le char de Voronin s'immobilisa. Le mécanisme de rotation de la tourelle était bloqué. Mais cela donna 3 secondes à Frolov. Frolov visa le flanc du tigre. La distance était de 280 mètres. Le blindage latéral du char allemand avait 80 mm d'épaisseur. Un obus de T-34 pouvait perforer ce type de blindage à 300 mètres de distance. Coup de feu, touché. L'obus a percé le flanc et explosé à l'intérieur. Le tigre s'est immobilisé. De la fumée s'échappait des écoutilles. Le premier char allemand a été mis hors de combat. Vasnetsov vit l'explosion. Il comprit. Les renforts n'étaient pas simplement arrivés, ils attaquaient. Il n'était pas seul. Mais il ne pouvait s'arrêter. Les tigres continuaient de tirer sur lui. Désormais, il tirait aussi sur les chars soviétiques qui attaquaient sur les flancs.
Les commandants allemands se trouvaient dans une situation difficile, continuer à tirer sur le char au centre ou se retourner pour faire face à la nouvelle menace. Certains tigres continuèrent à tirer sur Vasnetsov. D'autres furent déployés en renfort. Le 38e obus frappa un arbre près de Vasnetsov. Le tronc s'effondra, lui barrant le passage. Vasnetsov fit un écart sur la gauche et l'évita. Le 39e obus a explosé à l'endroit même où il se trouvait une seconde auparavant. Le second tigre se tourna vers les chars du lieutenant Kazakov et ouvrit le feu. Il toucha le char de tête. Le T-34 de Kazakov prit feu. L'équipage sauta de ses écoutilles et courut vers la forêt. Mais le partenaire de Kazakov, le sergent Larionov, s'approcha de l'arrière du second tigre. Il tira à une distance de 170 mètres. L'obus perça le blindage arrière et atteignit le moteur. Le tigre prit feu. Le deuxième char allemand a été détruit. Le troisième tigre orienta sa tourelle vers le char du capitaine Vorochilov. Vorochilov s'approchait de front, protégeant le sien. Le tireur allemand fit feu. L'obus frappa la chenille droite du T-34 de Vorochilov, la déchirant. Le char s'immobilisa et se mit en travers. Le quatrième tigre acheva le char de Vorochilov d'un second tir. L'obus pénétra le flanc, provoquant l'explosion des munitions. Le T-34 fut réduit en miettes. Mais pendant ces 5 secondes, 2 autres chars soviétiques, celui du sergent-chef Dubov et celui du sergent-chef Ermakov, touchèrent les flancs des 3e et 4e tigres. 2 tirs, 2 impacts, 2 perforations. Les 3e et 4e chars allemands étaient en feu. 7h31. 10 minutes de combat. 4 tigres détruits. 8 restants. Mais la compagnie soviétique subit également des pertes. Le char de Vorochilov fut détruit. Celui de Kazakov fut mis hors de combat. 6 T-34 contre 8 tigres. Vasnetsov continuait de sombrer dans la tourmente. Le chaos l'entourait désormais. Des obus explosaient, des chars brûlaient, la fumée obscurcissait tout. À travers la fente de visée, il apercevait des éclairs de tir, les silhouettes des chars, des langues de flammes. Il ne pouvait distinguer qui tirait sur qui, ni qui était ami ou ennemi. Il a simplement bougé, à gauche, à droite, en avant, encore à gauche, en spirale, toujours en spirale. Le 40e obus explosa sous le char. L'explosion souleva le T-34 et le projeta sur le côté. Le char atterrit sur sa chenille droite et s'enlisa. Vasnetsov actionna les leviers. Le moteur rugit. Les chenilles glissèrent. Le char ne bougea pas. Le 41e obus a touché le sol 5 mètres plus loin. Vasnetsov passa à la marche arrière. Le char fit un bond en arrière, se libérant du piège. Vasnetsov repassa en marche avant et s'élança. Le 42e obus passa en trombe. Le 5e tigre se dirigea vers le char du sergent Frolov. 2 obus allemands, l'un après l'autre, atteignirent le T-34. Le premier perça le blindage frontal. Le second fit exploser les munitions. Le char de Frolov fut réduit à un amas de ferraille fumante. Le 6e char Tiger prit pour cible le char du sergent Larionov. Un obus atteignit la tourelle. Celle-ci fut arrachée et projetée au sol. L'équipage fut tué sur le coup. 4 T-34 contre 8 Tigers. Mais les chars soviétiques ne reculèrent pas. Ils continuèrent d'attaquer, venant des flancs et tirant sur les côtés et l'arrière. Les tigres allemands étaient supérieurs en combat frontal, mais en combat rapproché, en forêt, où l'avantage de la portée ne pouvait être exploité, les T-34 étaient plus maniables. Le char du lieutenant Voronin, dont la tourelle était bloquée, continuait d'avancer. Voronin ne pouvait pas tirer, mais il pouvait les prôner. Il fit demi-tour et chargea à toute vitesse vers le 5e tigre. Le commandant allemand aperçut l'attaque et ordonna aux tireurs de faire pivoter la tourelle. Mais il était trop tard. Le T-34 percuta le flanc du tigre à 35 km/h. L'impact fut dévastateur. Voronin fut éjecté de la trappe. Le char s'immobilisa, cabossé et fumant. Mais le Tiger s'arrêta lui aussi. Le choc endommagea la chenille et bloqua le mécanisme de rotation de la tourelle. Le char allemand était immobilisé. Le char du sergent-chef Dubov s'approcha par derrière du Tiger immobilisé. Un tir dans l'arrière. Pénétration.
Explosion. Le 5e char allemand était détruit. 7h33. 12 minutes de combat. 5 tigres détruits. Il en reste 7. 3 T-34 contre 7 tigres. Vasnetsov voyait les rangs des chars soviétiques s'éclaircir autour de lui. Il voyait ses camarades mourir les uns après les autres. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter, c'était mourir. Le 43e obus a frôlé la tourelle. Il n'a pas percé le blindage, mais y a laissé une profonde entaille. Le char a tremblé. Le 44e obus a touché la chenille de droite. La chenille a cassé. Le char a fait un tête-à-queue et a dérapé vers la gauche. Vasnetsov passa sur la chenille gauche, tentant de garder le contrôle. Le char tournait en rond, traînant la chenille droite endommagée. Le 45e obus explosa 2 mètres derrière le char. Des éclats d'obus pilonnèrent l'arrière. Le 6e Tiger prit pour cible le char du sergent-chef Ermakov. Il fit feu. La balle toucha le flanc. Le T-34 d'Ermakov s'immobilisa et commença à brûler. Les écoutilles restèrent bloquées. 2 T-34 contre 7 tigres. Le char du sergent-chef Dubov était le dernier char opérationnel de la compagnie soviétique, sans compter celui immobilisé de Vasnetsov. Dubov savait que s'il mourait, tout serait fini. Il prit une décision. Il prit la parole à la radio. « Tout le monde, retraite! Éloignez les tigres des blessés !» Dubov fit demi-tour avec son char et fonça vers l'est à toute vitesse, en direction de la forêt. Il espérait que les tigres allemands le suivraient et oublieraient Vasnetsov et les blessés. Mais les commandants allemands ne bougèrent pas. Ils restèrent à leur position. 7 chars tigres formèrent un nouveau cercle autour du T-34 immobilisé de Vasnetsov. Le char de Dubov disparut dans la forêt. Vasnetsov se retrouva seul. De nouveau seul. 1 contre 7. Mais à présent, il était immobilisé. La chenille droite était arrachée, la gauche était encore fonctionnelle, mais le char ne pouvait que tourner en rond sur lui-même, comme un animal blessé. 7 tigres se dirigèrent lentement vers le centre de la clairière, resserrant le cercle. 200 mètres. 150. 100. À une distance de 100 mètres, même le tireur le plus inexpérimenté ne rattrapa sa cible. Vasnetsov, aux commandes, savait que tout était fini. Il avait tenu 13 minutes. Il avait donné au renfort le temps d'arriver. Il avait contribué à la destruction de 5 chars allemands. Mais maintenant, c'était terminé. Il regarda autour de lui. Les blessés gisaient dans le compartiment de combat. Le lieutenant Krotov était immobile, ne respirait plus. Mort. L'opérateur radio Shilov était inconscient, probablement mort d'hémorragie. Mort ou mourant. Le canonnier Petukov se tenait la tête, traumatisé par les obus, mais vivant. Le chargeur Nosov était assis, appuyé contre le mur, pâle, couvert de sang, mais vivant. 2 vivants, 2 morts. Vasnetsov ouvrit la trappe du conducteur. Il se pencha, il leva les mains. 7 chars tigres s'immobilisèrent. Leur tourelle était pointée sur le T-34. Leur canon visait Vasnetsov. Il attendit. Peut-être que les Allemands accepteraient sa reddition. Peut-être qu'ils lui tireraient dessus. Peut-être. Un des chars tigres ouvrit sa trappe. Un officier allemand en sortit. Grand, vêtu d'un uniforme noir de tankiste, des jumelles attachées à la poitrine. Il regarda Vasnetsov. Puis il leva la main, lui indiquant « Sortez ». Vasnetsov sortit du char. Il sauta à terre. Il leva les mains plus haut. L'officier allemand s'approcha. Il s'arrêta à 10 mètres. Il regarda Vasnetsov, puis le char, puis de nouveau Vasnetsov. L'officier parlait allemand. Vasnetsov ne comprenait pas. Mais le ton n'était pas menaçant, plutôt surpris, respectueux. L'officier désigna le char, puis la clairière où gisaient les débris du champ de bataille, puis de nouveau Vasnetsov. Il dit quelque chose. Vasnetsov ne comprit pas les mots, mais il en saisit le sens. « Vous avez fait ça seul ? 1 contre 12 ?» Vasnetsov acquiesça. L'officier allemand le fixa longuement. Puis, lentement, il porta la main à sa casquette et salua. «
Vasnetsov ne savait plus quoi faire. C'était l'ennemi. L'ennemi qui cherchait à le tuer depuis 13 minutes. L'ennemi qui avait tué Krotov et Tchilov. L'ennemi qui avait tué Gromov, Bourmistrov, Saveliev, Voronin, Kazakov, Vorochilov, Frolov, Larionov, Ermakov. Mais cet ennemi le salua. Vasnetsov baissa lentement les bras. Il se redressa et rendit le salut. L'officier allemand acquiesça. Il se retourna et regagna son char. Il ressortit par la trappe et la referma. 7 chars tigres firent demi-tour et commencèrent à battre en retraite. Lentement, lourdement, ils progressèrent vers l'ouest à travers la forêt. 2 minutes plus tard, ils disparurent parmi les arbres. Vasnetsov se tenait au milieu de la clairière, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi les Allemands étaient-ils partis? Pourquoi ne l'avaient-ils pas fait prisonnier? Pourquoi n'avaient-ils pas achevé les blessés? Il ne connaissait pas la réponse. Il ne la connaîtrait jamais. Peut-être le commandant allemand a-t-il décidé que la guerre était terminée pour ce tankiste soviétique. Peut-être a-t-il estimé que capturer les blessés était inutile, ils allaient mourir de toute façon. Peut-être a-t-il simplement témoigné du respect à l'ennemi qui, seul contre 12, avait tenu bon pendant 13 minutes. Vasnetsov n'en savait rien. Il restait là, immobile, à contempler la fumée qui s'élevait des chars en flammes. Allemands et soviétiques. 8 tigres allemands détruits ou endommagés. 6 T-34 soviétiques détruits. 5 minutes plus tard, le char du sergent-chef Dubov revint de la forêt. Derrière lui suivaient 4 autres T-34, le deuxième échelon de renfort que le commandant Selezniev avait envoyé à la suite du premier. Dubov arrêta le char près de Vasnetsov. Il en sortit. Il observa le champ de bataille. Il regarda Vasnetsov. Il demanda « Comment allez-vous » Vasnetsov a répondu « Vivant ». Dubov hocha la tête. « Krotov » ? « Mort. » « Repos » ? 2 sont vivants, 2 sont morts. Dubov resta silencieux quelques secondes. Puis il dit « Je vous ai vu bouger. J'ai vu sur les écoutes radio que les Allemands ne pouvaient pas vous atteindre. Je ne comprenais pas ce que vous faisiez. Maintenant, je comprends. » Vasnetsov ne répondit pas. Il était trop fatigué pour répondre. Dubov poursuivit. « Vous avez progressé en spirale. Vous avez constamment changé de direction. Vous avez fait pivoter leurs tourelles. Ils n'ont pas pu suivre. C'est du génie, Vasnetsov. Cela va tout changer. » Vasnetsov le regarda. « Qu'est-ce qui va changer ?»« Nos tactiques, notre façon de combattre les tirs. Vous venez de démontrer que même face à des forces supérieures, on peut survivre en se déplaçant correctement. Pas de front, pas en ligne droite, mais en spirale. Constamment en spirale. » Vasnetsov ne comprenait pas alors le sens de ces mots. Il était trop épuisé pour comprendre. Il s'est simplement assis par terre à côté de son char et a fermé les yeux. 22 mars 1944. Quartier général de la 32e brigade blindée de la Garde. À 18 km à l'est de Ternopil. Le commandant Selezniev était assis à la table de l'abri qui servait de poste de commandement. Les rapports de la bataille de la veille étaient étalés devant lui. Le bilan était sombre. 6 chars T-34 détruits, 3 autres endommagés. 17 équipages de chars tués, 9 blessés. Contre 8 chars Tiger allemands détruits et 4 endommagés. Au regard des normes de la guerre, c'était une réussite. Échanger 6 chars moyens contre 8 chars lourds était une aubaine. Mais Selezniev n'était pas fou de joie. Il connaissait ces 17 morts. Il connaissait leurs noms, leurs visages, leurs histoires. Le capitaine Vorochilov, commandant de compagnie et tankiste très expérimenté, a servi 2 ans au front et a reçu l'ordre de l'Étoile rouge. Décédé. Le jeune lieutenant Kazakov, 22 ans, 3 mois au front, très prometteur. Mort. Lieutenant Krotov, commandant d'un char de reconnaissance, officier calme et méthodique. Mort. Et 14 autres noms. 14 vies fauchées le 21 mars dans la forêt à l'ouest de Veliki et Birki. Mais un homme a survécu. Qui plus est,
il a accompli quelque chose d'incroyable. Le sergent-chef Dubov entra dans l'abri et salua. « Camarade-major, le sergent-chef Vasnetsov est prêt à faire rapport sur les circonstances de la bataille. » Seleznev acquiesça. Qu'il entre. Vasnetsov entra et salua. Il paraissait épuisé. Son visage était gris de fatigue. Il avait des cernes sous les yeux. Son bras gauche était bandé, une blessure par éclat d'obus, sans gravité. Il avait une contusion au front, suite à un coup reçu sur la visière. Seleznev désigna un tabouret. « Asseyez-vous, Vasnetsov. Faites un rapport détaillé, depuis le tout début. » Vasnetsov s'assit et commença son récit. Il parlait lentement, marquant des pauses, choisissant soigneusement ses mots. Il raconta comment ils étaient tombés dans une embuscade, comment Krotov était mort, comment Shilov et les autres avaient été blessés, comment il s'était retrouvé seul aux commandes. Puis il a raconté ce qu'il a fait ensuite. « J'ai compris que je ne pouvais pas m'échapper », a déclaré Vasnetsov. « Le moteur était endommagé et ma vitesse était réduite. Les tigres étaient plus rapides en ligne droite. Si je courais, ils me rattraperaient et me tireraient dessus à distance de sécurité. J'ai donc décidé de rester à l'intérieur de leur encerclement. » Seleznev fronça les sourcils. « Rester ? C'est de la folie. » C'est ce que je pensais, camarade-major. Mais ensuite j'ai réalisé, si je suis à l'intérieur du cercle, tous les tigres sont à peu près à la même distance de moi. 300 à 350 mètres. C'est une bonne distance pour manœuvrer. Alors j'ai commencé à bouger. Quelle trajectoire ? Vasnetsov pensa. Au début, je me déplaçais en tous sens. À gauche et à droite, j'essayais d'éviter les obus. Mais ensuite j'ai remarqué, quand je tournais, les tourelles allemandes ne pouvaient pas me suivre. La tourelle du Tiger pivote lentement, 6 degrés par seconde. Celle du T-34 pivote à 12 degrés, 2 fois plus vite. Seleznev écoutait attentivement. Vasnetsov poursuivit. « J'ai compris. Si nous nous déplaçons en cercle, en changeant constamment de direction, les artilleurs allemands ajusteront sans cesse leur visée. Ils n'auront pas le temps de viser. La tourelle tournera encore et encore, mais il y aura toujours quelques secondes de retard. Et ces secondes suffisent pour que l'obus rate sa cible. » Vous tourniez en rond ? Pas tout à fait, camarade-major. En spirale. J'ai progressivement réduit le rayon en me rapprochant du centre du cercle. Au centre, j'étais aussi loin que possible de tous les tigres en même temps. Cela m'a donné plus de temps pour réagir. Seleznev se laissa aller en arrière sur sa chaise. Il regarda la carte posée sur la table. Il prit un crayon et traça un cercle. Puis il dessina une spirale à l'intérieur, du bord vers le centre. « Comme ça ?» demanda-t-il. Vasnetsov s'approcha et regarda. « Oui, camarade-major, c'est exact. J'ai fait des virages de plus en plus petits jusqu'à arriver au centre. Chaque virage a duré environ 1 minute. Pendant ce temps, j'ai changé de direction 5 ou 6 fois. Et ça a marché ? Ça a marché, camarade-major. Sur les 46 obus tirés par les tigres en 13 minutes, pas un seul n'a atteint sa cible. Il y a eu des explosions à proximité, des éclats d'obus et des dégâts, mais pas un seul impact direct. Seleznev resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda. « Le sergent-chef Dubov a dit que vous l'aviez fait intuitivement, sans respecter le règlement, sans suivre les instructions. Vous avez improvisé. » Vasnetsov acquiesça. « Oui, camarade-major. Ce n'est pas écrit dans le règlement. J'étais chauffeur de bus avant la guerre. À Gorky, sur la ligne 8. Des rues étroites, beaucoup de virages. J'ai l'habitude de sentir le véhicule, d'anticiper sa trajectoire. C'est pareil dans un char, sauf qu'au lieu de virages, il y a des obus. » Seleznev se leva. Il se dirigea vers la fenêtre de l'abri. Il regarda le dépôt de chars où étaient stationnés les T-34 survivants. « Vasnetsov, dit-il sans se retourner, comprends-tu ce que tu as fait ? Vous avez survécu, camarade-major. Non, vous avez prouvé qu'on peut combattre les tigres autrement qu'avec le nombre et les pertes. On peut combattre par la manœuvre, avec l'intelligence. Seul, sans soutien, sans puissance de feu, vous avez tenu 13 minutes face à 12 chars lourds. Ceci est impossible, d'après n'importe quel manuel. Et pourtant, vous l'avez fait.
Vasnetsov resta silencieux. Seleznev se retourna. « Je transmettrai votre rapport à l'état-major. Laissez les généraux décider de la marche à suivre. Quant à vous, allez vous reposer. Vous l'avez bien mérité. » Vasnetsov salua et partit. Seleznev se rassit à table. Il prit une feuille de papier vierge et commença à rédiger un rapport à l'attention du quartier général de la 23e armée. 3 jours plus tard, le rapport arriva sur le bureau du général de division Pavlov, chef d'état-major de la 23e armée. Pavlov le lut, fronça les sourcils et convoqua le commandant Seleznev. 25 mars. Quartier général de l'armée, Proskurov. Le général de division Pavlov, 53 ans, militaire de carrière, vétéran de la guerre civile, blessé à 3 reprises et décoré de 2 ordres du drapeau rouge, était assis à un imposant bureau dans l'ancien hôtel particulier qui servait désormais de quartier général. Le commandant Seleznev se tenait devant lui. « Camarade-major, commença Pavlov, j'ai lu votre rapport sur les actions du sergent-chef Vasnetsov. Franchement, je n'y crois pas. 1 char contre 12 tigres, 13 minutes, pas un seul coup direct ? On dirait un conte de fées. » Seleznev se redressa. « Camarade général de division, j'ai des témoins. Le sergent-chef Dubov a vu la bataille depuis le banc des blessés. Le canonnier et le chargeur de l'équipage de Vasnetsov confirment son témoignage. Les blessés ont survécu, on peut les interroger. » « Je vais vous interroger. Mais d'abord, je veux comprendre. Comment est-ce techniquement possible ? La tourelle du Tiger pivote lentement, c'est vrai, mais pas si lentement qu'un artilleur allemand expérimenté ne puisse pas atteindre une cible mobile à 300 mètres, surtout quand il y a 12 artilleurs de ce calibre. Camarade général de division, Vasnetsov n'avançait pas en ligne droite. Il changeait constamment de direction. Toutes les 3 à 5 secondes, il tournait. Les artilleurs allemands n'avaient pas le temps d'ajuster leur visée. Pavlov prit un crayon et dessina un schéma. Montrer la trajectoire du mouvement. Seleznev s'approcha de la table, prit un crayon et dessina une spirale. Comme ceci. Du bord de l'anneau vers le centre. Chaque tour est plus petit que le précédent, en changeant constamment de direction. Pavlov regarda le schéma. Puis il regarda Seleznev. C'est inhabituel. Ce n'est pas conforme au règlement. Oui, monsieur, camarade général de division. Il n'y a rien de tel dans le règlement. Vasnetsov l'a inventé lui-même, au combat. Est-ce que vous l'avez imaginé ou est-ce un accident ? Il affirme avoir analysé la situation. Il a identifié la faiblesse des chars ennemis, la lenteur de leur rotation de tourelle. Il a utilisé son atout, la vitesse et la maniabilité du T-34. C'était une décision consciente, pas un accident. Pavlov resta silencieux, fixant la spirale sur le papier. Puis il dit « Si cela est vrai, camarade-major, alors votre sergent-chef a inventé une nouvelle tactique. Une tactique qui pourrait sauver des centaines de vies. Mais j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de voir qu'elle fonctionne non pas une seule fois, mais à maintes reprises. Que proposez-vous, camarade général de division ? Une expérience. Un exercice d'entraînement. Prenez quelques chars. Vasnetsov montrera sa manœuvre aux autres conducteurs. Ensuite, nous organiserons un combat simulé. Nos chars contre les nôtres, un char tigre simulé. Si la manœuvre fonctionne lors de l'exercice, alors elle fonctionne. Sinon, Vasnetsov aura simplement eu de la chance. Seleznev acquiesça. Oui, monsieur, je m'en occupe. Le 1er avril 1944, les premiers exercices d'entraînement eurent lieu sur un terrain situé à 30 km de Proskurov. Vasnetsov y formait 5 conducteurs mécaniciens. Il expliqua « L'essentiel est de ne pas maintenir une vitesse et une direction constante. Le tireur allemand calcule l'avance. Il observe vos mouvements et tire là où vous serez dans une seconde. Si vous changez de direction toutes les 3 ou 4 secondes, ces calculs sont faussés. L'obus atterrit là où vous n'êtes plus. » Les mécaniciens conducteurs écoutèrent et acquiescèrent, mais Vasnetsov perçut du doute dans leurs yeux. L'un d'eux, le sergent Korolev, âgé de 29 ans et engagé depuis 1 an et demi au front, demanda « Camarade sergent-chef, comment sait-on quand faire demi-tour ? Existe-t-il un système quelconque ?» Vasnetsov pensa « Le système.
Surveillez la tourelle du char ennemi. Si elle ralentit, cela signifie que le tireur est presque sur la cible. Tournez maintenant. Si elle tourne rapidement, cela signifie qu'il vous cherche encore. Vous pouvez maintenir votre cap une seconde ou deux de plus. Et s'il y a plusieurs tours, 12, comme vous en aviez? Ensuite, concentrez-vous sur les plus proches. Les cibles proches sont plus dangereuses. Les projectiles provenant des cibles éloignées mettent plus de temps à voler, ce qui leur donne plus de temps pour manœuvrer. La priorité est donnée aux menaces les plus proches. Un autre conducteur mécanicien, le sergent-chef Tikhonov, âgé de 23 ans et présent au front depuis 8 mois, demanda « Quelle trajectoire devons-nous suivre? En cercle? En spirale ?»« Une spirale est préférable, » répondit Vasnetsov. « Si vous vous déplacez en cercle à rayon fixe, les artilleurs allemands peuvent prédire votre position. Une spirale est imprévisible. Chaque tour est plus court, le rayon plus petit. L'ennemi ne sait pas où vous serez ensuite. » Les exercices ont débuté à 10h du matin. 6 T-34 contre 4 chars allemands PZ-Quar capturés, simulant des chars tigres. Les PZ-Quar étaient moins puissants que les véritables tigres, mais ils convenaient aux exercices. Leur tourelle était également lente. Objectif, 6 T-34 sont encerclés par 4 chars PZ-4. Les chars allemands tirent à blanc. Les arbitres comptabilisent les impacts en fonction de la fumée et de la trajectoire. Les conducteurs soviétiques utilisent la manœuvre Vasnetsov. La première tentative a échoué. Le pilote Korolev a tourné trop tôt, a perdu de la vitesse et a été percuté 3 fois en 2 minutes. La deuxième tentative fut meilleure. Le pilote Tikhonov tint 5 minutes et ne reçut qu'un seul coup. Les 3e, 4e et 5e tentatives ont permis d'améliorer les résultats, mais personne n'a atteint les 13 minutes de Vasnetsov. Le général de division Pavlov, qui a observé l'exercice, a déclaré « La manœuvre fonctionne, mais elle exige une habileté exceptionnelle. Tous les conducteurs ne sont pas capables de la réaliser. » Vasnetsov répondit « Camarade général de division, c'est une question d'entraînement. J'ai conduit un bus pendant 4 ans. Je me suis habitué à la machine. D'autres apprendront aussi s'ils s'entraînent. Combien de temps faut-il pour apprendre ? 2 semaines de formation intensive. 1 mois environ pour un conducteur moyen. » Pavlov acquiesça. « Très bien. Je donnerai l'ordre d'intégrer votre manœuvre au programme de formation des conducteurs mécaniciens. Mais d'abord, il faut lui donner un nom. Chaque manœuvre tactique a besoin d'un nom. » Le major Selezniev a suggéré « La spirale de Vasnetsov ?» Pavlov gloussa. « Trop personnel. Appelons-la simplement spirale. Ou, non, attendez, spirale de Vasnetsov. Ça sonne comme un terme classique, comme boucle de Nesterov en aviation. Appelons-la spirale de Vasnetsov. C'est ainsi que la manœuvre a reçu son nom officiel. Le 5 avril 1944, le général de division Pavlov envoya un rapport au quartier général du 1er front ukrainien décrivant une nouvelle manœuvre tactique. Ce rapport était accompagné de schémas, des résultats d'exercices et de témoignages. Le 12 avril, le rapport parvint sur le bureau du maréchal Zhukov, commandant du 1er front ukrainien. Zhukov le lut et convoqua le chef du département des opérations, le colonel Smirnov. « Smirnov, avez-vous lu des articles sur cette manœuvre ?»« Oui, monsieur, camarade maréchal, je l'ai lu. »« Votre avis ?» Smirnov marqua une pause, pesant ses mots. « Camarade maréchal, en théorie, cela semble raisonnable. Exploiter la vitesse de la tourelle et la maniabilité de la caisse face à la lenteur des chars allemands. Mais en pratique, cela exige une maîtrise exceptionnelle. Et cela ne fonctionne que dans certaines conditions. Terrain boisé, combat rapproché, lorsque les Allemands ne peuvent exploiter leur avantage de portée. Ce n'est donc pas une panacée. Ce n'est pas une solution miracle, camarade Marshall, mais c'est un outil supplémentaire dans l'arsenal. Entre de bonnes mains, dans la bonne situation, il peut sauver des vies. » Zhukov acquiesça. « Intégrez-le au programme d'entraînement. Toutes les écoles de chars, toutes les unités d'entraînement. Chaque conducteur mécanicien doit connaître cette manœuvre. Il n'est pas nécessaire qu'il la maîtrise parfaitement, mais il doit en connaître le principe. »« Oui, monsieur, camarade maréchal. » Et une dernière chose. Trouvez ce sergent-chef, Vasnetsov. Proposez sa candidature pour une décoration. L'ordre de la guerre patriotique, 1re classe. Pour son courage
et son ingéniosité au combat. En mai 1944, la spirale Vasnetsov était intégrée au programme scolaire de toutes les écoles de blindés de l'armée rouge. Les instructeurs expliquaient aux cadets « Cette manœuvre est utilisée lors d'une rencontre soudaine avec des forces ennemies supérieures en nombre à courte portée. L'objectif est de gagner du temps, d'attendre des renforts et d'éviter la destruction. Le pilote se déplace en spirale, changeant constamment de direction, empêchant ainsi les artilleurs ennemis de viser. Principe clé, trajectoire imprévisible, vitesse élevée et observation constante des tourelles ennemies. La première utilisation de cette manœuvre au combat par un autre équipage eut lieu le 23 mai 1944, près de Kovel. Un peloton de 3 chars T-34 fut pris en embuscade par 5 chars Panthère. Le commandant du peloton, le lieutenant Grigoriev, ordonna au conducteur d'effectuer la manœuvre en spirale de Vasnetsov. 2 des 3 chars tinrent bon pendant 11 minutes, jusqu'à l'arrivée des renforts. Le troisième fut mis hors de combat 4 minutes plus tard. Son conducteur, pris de panique, commit une erreur. Mais 2 des 3 chars survécurent. Avec les anciennes tactiques, ils auraient tous été perdus en 2 ou 3 minutes. Le second déploiement eut lieu le 7 juin près de Loutsk. Une compagnie de 9 chars T-34 rencontra 7 chars Tiger sur une route forestière. Le commandant de compagnie ordonna la dispersion et une manœuvre. 6 conducteurs mécaniciens obéirent. 3 d'entre eux tinrent bon suffisamment longtemps pour que l'artillerie, arrivant sur les lieux, puisse pilonner les positions allemandes. La compagnie perdit 4 chars au lieu de 9. La 3e, la 4e, la 5e utilisation, les résultats ont varié, mais la tendance générale était claire. La manœuvre fonctionne. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais elle fonctionne suffisamment souvent pour sauver des vies. En juillet 1944, les statistiques montraient que les équipages de chars utilisant la spirale Vasnetsov lors d'une rencontre soudaine avec des chars lourds allemands avaient 37% de chances de survie en plus que les équipages utilisant les tactiques standards de retraite directe ou d'attaque frontale. 37%. Cela signifie que sur 100 équipages condamnés à périr, 37 ont survécu grâce à la manœuvre de Vasnetsov. 37 équipages. 185 équipages de chars. 185 vies sauvées. Grâce à une astuce ingénieuse imaginée par un chauffeur de bus de Gorky dans un moment de désespoir, sous le feu de 12 chars ennemis. En août, la manœuvre était connue de tous, des cadets de l'Académie des blindés aux commandants de première ligne. La spirale Vasnetsov devint partie intégrante de la doctrine des blindés soviétiques, au même titre que le bon usage des abris, la coopération avec l'infanterie et la coordination des compagnies. Le commandement allemand fut également informé de la manœuvre. Les documents capturés, les interrogatoires de prisonniers et l'analyse des combats révélèrent que les équipages de chars soviétiques employaient de nouvelles tactiques d'évitement. Les instructeurs allemands commencèrent à former les artilleurs à les contrer, tirer non pas sur la position actuelle du char, mais sur sa prochaine position après un virage. Anticiper et non réagir. Mais prédire une spirale est difficile. Chaque pilote exécute la manœuvre différemment. Certains font des virages serrés toutes les 3 secondes, d'autres des virages fluides toutes les 5 secondes, et d'autres encore alternent entre les deux. Anticiper le style d'un pilote en particulier pendant les quelques minutes que dure une course est pratiquement impossible. À la fin de la guerre, la spirale Vasnetsov était devenue un élément fondamental de l'entraînement des équipages de chars soviétiques. Les statistiques ont montré qu'au cours des 18 mois de son utilisation, d'avril 1944 à mai 1945, le taux de survie des équipages de chars soviétiques lors des affrontements avec les chars lourds allemands avait augmenté de 22%. 22% de dizaines de milliers d'affrontements. Cela représente des milliers de vies sauvées. Des milliers de membres d'équipages de chars sont rentrés chez eux, auprès de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs parents, grâce à un chauffeur de bus de Gorky qui avait trouvé le moyen de survivre face à 12 chars Tigre. 9 mai 1945, Berlin. Vasnetsov célébrait la victoire avec son bataillon de chars à 15 km du Reichstag. Il a vécu assez longtemps pour la voir. Il a combattu pendant toute la guerre, de mars 1942 à mai 1945. 3 ans et 2 mois. 47 batailles. 6 chars, 5 détruits sous son poids, mais il a survécu à chaque fois. 3 blessures.
4 commotions cérébrales. 23 camarades d'armes sont morts à ses côtés. Mais il a survécu. Alors que les derniers coups de canon retentissaient, que l'acte de capitulation était signé, Vasnetsov, assis sur le blindage de son char, pensait à ceux qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour le voir. À Krotov, à Shilov, à Gromov, Burmistrov, Saveliev, Voronine, Kazakov, Voroshilov, Frolov, Larionov, Ermakov. À des centaines d'autres dont il se souvenait des noms, dont il revoyait les visages en rêve. La guerre est finie. Vasnetsov est toujours en vie. Mais la vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Le 23 mai 1945, le sergent-chef de la garde, Dimitri Fyodorovitch Vasnetsov, a reçu l'ordre de la guerre patriotique de première classe. La cérémonie s'est déroulée à Berlin, en présence du commandement du corps blindé. Le général de division Pavlov, commandant alors un corps de chars, a remis personnellement la distinction. Camarade sergent-chef, votre manœuvre a sauvé des centaines, voire des milliers de vies. Vous avez prouvé qu'un tankiste soviétique ne l'emporte pas seulement par la force, mais aussi par l'intelligence. Merci au nom de tous ceux qui ont survécu grâce à votre découverte. Vasnetsov se tenait au garde à vous, sans savoir quoi dire. Il ne se sentait pas comme un héros. Il faisait simplement ce qu'il devait faire. Survivre, combattre, rentrer chez lui. Maison. Vasnetsov fut démobilisé en juillet 1945. Il avait 28 ans. Il se sentait comme un homme de 50 ans. Le 1er août 1945, Dimitri Vasnetsov retourna à Gorki. La ville avait changé. Les usines tournaient à plein régime, mais les immeubles d'habitation se faisaient plus rares. Nombre d'entre eux avaient été détruits par les bombardements. Les rues étaient remplies d'invalides de guerre, de veuves et d'orphelins. Vasnetsov retrouva son appartement. Il était occupé par une autre famille, des réfugiés de Leningrad. Les propriétaires l'autorisèrent à passer la nuit, expliquant que sa femme, Maria, était partie pour l'Oural en 1941 et n'était jamais revenue. Vasnetsov se rendit dans l'Oural. Il trouva l'hôpital où travaillait Maria. On lui apprit qu'elle était décédée du typhus en janvier 1944 et qu'elle avait été enterrée au cimetière local. Vasnetsov se tenait devant sa tombe et pleurait. Pour la première fois de toute la guerre, il pleurait. Pas à la mort de ses camarades, pas lorsqu'il avait brûlé vif dans un char, pas lorsqu'il avait été blessé. Mais maintenant, devant la tombe de sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans et qu'il ne reverrait jamais. La dernière lettre de Maria, reçue en janvier 1944, était toujours glissée dans sa tunique. Il l'a relue dans les tranchées, dans le char, à l'hôpital. Elle écrivait « Je t'attends. On se reverra après la victoire, c'est certain. » Ils ne se sont pas vus. Vasnetsov retourna à Gorki. Il se rendit au dépôt de bus où il travaillait avant la guerre. Il fut réembauché comme chauffeur. La même ligne, la numéro 8. Les mêmes ruelles étroites de la vieille ville. Les mêmes virages qu'il connaissait par cœur. Il a conduit un bus pendant 32 ans, de 1945 à 1977. Durant ces 32 années, pas un seul accident, pas une seule amende. Un conducteur exemplaire. Il se remaria en 1947. Son épouse s'appelait Anna et travaillait comme contrôleuse de billets sur sa ligne. Ils eurent 2 enfants, un fils, Vladimir, et une fille, Maria. Il donna à sa fille le nom de sa première épouse. Vasnetsov n'a jamais parlé de la guerre à ses enfants. Quand il l'interrogeait, il répondait brièvement « J'ai combattu, je suis revenu, c'est tout ». Il voyait ses décorations, l'ordre de la guerre patriotique, les médailles pour le courage, pour la défense de Moscou et pour la prise de Berlin. Mais il ne s'étendait pas sur la manière dont il les avait obtenues. La seule fois où il a évoqué en détail la bataille du 21 mars 1944, c'était en 1962. Des historiens militaires du ministère de la Défense étaient venus le rencontrer. Il rédigeait un ouvrage sur les tactiques de la guerre blindée et souhaitait recueillir son témoignage. Vasnetsov raconta l'histoire, dans les moindres détails, du début à la fin. Les historiens l'enregistrèrent et posèrent des questions pour obtenir des éclaircissements. Finalement, le plus âgé d'entre eux, le colonel Kravtsov, 54 ans,
lui-même ancien combattant, déclara « Camarade Vasnetsov, savez-vous que votre manœuvre est étudiée dans toutes les écoles de chars du monde? Pas seulement la nôtre. Les Américains l'étudient, les Britanniques, même les Allemands, nos anciens ennemis. La spirale Vasnetsov est un classique du combat de chars, tout comme la boucle Mesterov est un classique du combat aérien. » Vasnetsov répondit « Je voulais simplement survivre, empêcher mes camarades blessés de mourir. Je ne pensais pas à la tactique, au classique. Je pensais comment tenir 1 minute de plus. » C'est ainsi que naissent les grandes découvertes, a déclaré Kravtsov. Non pas dans les bureaux des théoriciens, mais sur le terrain, sous le feu ennemi, lorsqu'une personne se bat pour sa survie et trouve une solution à laquelle personne n'avait pensé auparavant. La transcription de la conversation avec Vasnetsov a été incluse dans le livre « Tactique des troupes blindées soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique », publié par la maison d'édition militaire en 1965. Le chapitre sur la spirale Vasnetsov comptait 23 pages. En 1972, cette manœuvre fut intégrée au programme d'entraînement des équipages de chars de l'OTAN. Les instructeurs américains enseignaient à leurs conducteurs mécaniciens « Si vous rencontrez un ennemi supérieur en nombre à courte portée et que vous ne pouvez pas battre en retraite, utilisez une technique d'évitement appelée manœuvre en spirale ou spirale Vasnetsov. Se déplacer en spirale, en changeant constamment de direction, rend la visée difficile pour les artilleurs ennemis, leur donnant ainsi le temps d'attendre des renforts. » En 1977, Vasnetsov prit sa retraite. Il avait 60 ans. Sa santé avait été fragilisée par la guerre. Les commotions cérébrales se manifestaient par des maux de tête et les blessures par éclats d'obus le faisaient souffrir par temps humide. Il passait du temps avec ses 4 petits-enfants, 3 de son fils et 1 de sa fille. Ils adoraient leur grand-père, malgré son caractère calme et taciturne. Il les emmenait faire le tour de la ville en bus, leur montrait les vieilles rues et leur racontait à quoi ressemblait Gorki avant la guerre. Un jour, mon petit-fils Dimitri, âgé de 13 ans, m'a demandé « Grand-père, est-ce vrai que tu es un héros de guerre? Est-ce vrai ce qu'on écrit sur toi dans les manuels scolaires ?» Vasnetsov a répondu « Les héros sont ceux qui ne reviennent pas. Moi, j'ai simplement survécu. » Mais le professeur dit que vous avez inventé une manœuvre de char qui a sauvé des milliers de personnes. Je n'ai rien inventé. J'ai simplement actionné les leviers pour empêcher les Allemands d'entrer. D'autres en ont fait une tactique. Mais c'est toi qui y as pensé en premier. Vasnetsov marqua une pause, puis déclara « Cette idée m'est venue par peur. Quand les obus explosent autour de vous, quand vos camarades saignent, quand la mort est à 2 doigts de vous, vous ne pensez ni à la gloire ni au manuel scolaire. Vous pensez « Comment survivre ? Comment sauver ceux qui vous entourent ? C'est tout. » Le petit-fils n'a plus posé de questions. Le 21 mars 1984, 40 ans jour pour jour après cette bataille, une délégation du ministère de la Défense arriva à Gorki. Le colonel général Jdanov, chef de la direction principale des blindés, et 2 colonels se rendirent au domicile de Vasnetsov. Vasnetsov avait 67 ans. Il était assis dans un fauteuil de son appartement de 3 pièces qu'il avait reçu en tant qu'ancien combattant. À côté de lui était assise sa femme, Anna, désormais âgée de 63 ans et aux cheveux grisonnants. Jdanov a déclaré « Camarade Vasnetsov, nous commémorons aujourd'hui le 40e anniversaire de la bataille au cours de laquelle vous avez accompli un acte si héroïque. Le ministère de la Défense a décidé d'honorer votre mémoire. Nous baptisons l'un des plus récents bataillons de chars du district militaire de l'Oural du nom de Vasnetsov. Et nous souhaitons installer une plaque commémorative sur le dépôt de bus où vous travaillez. » Vasnetsov resta silencieux. Jdanov a poursuivi. « Nous souhaitons également vous inviter à Kiev, sur le lieu de cette bataille. Un monument y sera érigé en hommage à l'équipage du lieutenant Krotov et à tous ceux qui sont morts le 21 mars 1944. Viendrez-vous » Vasnetsov acquiesça. « Je viendrai. Je viendrai sans faute. » Le 5 mai 1984, 4 jours avant la victoire, un monument fut inauguré dans la forêt à l'ouest de Ternopil, sur le site de la bataille. Cet obélisque de granit mesure 6 mètres de haut. Les noms suivants y sont gravés. Lieutenant Nikolai Sergeyevitch Krotov. Soldat Shilov Peter Ivanovitch.
Capitaine Vorochilov Yevgeny Alexandrovitch. Sous-lieutenant Stepan Mikhailovitch Kazakov. 15 autres noms. Et en dessous de l'inscription, ici, le 21 mars 1944, le sergent-chef D.F. Vasnetsov a utilisé pour la première fois une manœuvre tactique entrée dans l'histoire sous le nom de Spirale Vasnetsov. À la mémoire éternelle des héros. Vasnetsov se tenait devant le monument, en uniforme de cérémonie et décoré. Sa femme le soutenait par le bras. Il avait le vertige, son cœur le lâchait. Des vétérans, des soldats, des journalistes et des habitants du quartier étaient rassemblés autour de lui. Le colonel général Jdanov prononça un discours sur le courage, l'ingéniosité et la prouesse militaire. Vasnetsov écoutait, mais ses pensées étaient ailleurs. Il pensait à Krotov, qui reposait quelque part ici, sous cette terre. À Tchilov, mort sous ses yeux, vidé de son sang. À Voronine, éjecté d'un char lors d'une attaque à la bélier. À tous les 17, dont les noms sont gravés dans le granit. Invité à prendre la parole, il s'approcha du micro. Il regarda l'assemblée. Il resta silencieux quelques secondes, puis il dit « Je ne suis pas un héros. Les héros sont ici, sous cette pierre. J'ai simplement survécu. Ils sont morts pour que je puisse vivre, ainsi que d'autres. Je me souviens d'eux toute ma vie, chaque jour, chaque nuit. Ils me viennent en rêve. Krotov, Chilov, Vorochilov, tous. Ils me demandent « Vasnetsov, es-tu toujours là? Actionnes-tu toujours les leviers? Esquives-tu toujours les obus ?» Et je réponds « Oui, camarade, je suis toujours là. Je serai toujours là, le 21 mars 1944, dans cette bataille où vous êtes morts et où j'ai survécu. C'est ma malédiction et mon honneur. Vivre pour eux, me souvenir d'eux, ne pas les laisser oublier. » Il se tut. Quelqu'un dans la foule pleurait. Vasnetsov poursuivit. « On dit que j'ai inventé la tactique. C'est faux. C'est la guerre qui l'invente. C'est la peur qui l'invente. C'est l'instinct de survie qui l'invente. J'ai simplement actionné les leviers. D'autres y ont vu un système, en ont fait une méthode, l'ont enseigné à des milliers de tankistes. Soit, qu'il en soit ainsi. Si ma peur et mon instinct de survie ont sauvé quelqu'un ce jour-là, alors Krotov et Chilov ne sont pas morts en vain. Cela signifie que leur mort a eu un sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. » Il s'éloigna du micro. Sa femme lui prit le bras. Ils se dirigèrent vers le monument. Vasnetsov déposa des fleurs à son pied. Il resta là, silencieux. Puis il fit demi-tour et s'éloigna. Dimitri Fyodorovitch Vasnetsov est décédé le 15 novembre 1991 à l'âge de 74 ans. La cause du décès est une crise cardiaque. Il repose au cimetière de Bougrovskoye à Nijni Novgorod, anciennement Gorki. 200 personnes ont assisté aux funérailles. Familles, amis, collègues du dépôt, anciens combattants. Des soldats de la garnison locale ont également formé une garde d'honneur. Le cercueil était recouvert d'un drapeau rouge. Une fanfare militaire a joué. Des salves d'artillerie ont été tirées. Son petit-fils Dimitri a prononcé un discours. Mon grand-père était un homme simple. Il était chauffeur de bus. Il aimait sa famille. Il n'aimait pas parler de la guerre. Mais la guerre était toujours présente en lui, dans chacun de ses rêves, dans chacun de ses souvenirs. Il l'a portée en lui pendant 46 ans, de 1945 à 1991. Il a survécu physiquement, mais une partie de son âme est restée là-bas, dans cette bataille, avec ceux qui ne sont pas revenus. Maintenant, il est avec eux. Enfin, il est avec eux. Après les funérailles, l'attaché militaire du ministère de la Défense a remis à la famille, à titre posthume, l'ordre de l'Étoile rouge pour contribution exceptionnelle au développement des tactiques militaires soviétiques. La spirale de Vasnetsov est toujours enseignée dans les académies militaires du monde entier. En Russie, elle fait partie intégrante de la formation des conducteurs de chars et de véhicules de combat d'infanterie. Le chapitre 17 du manuel « Tactique des forces blindées », édition 2020, lui est consacré. Le manuel indique « La manœuvre Vasnetsov,
également connue sous le nom de spirale Vasnetsov, est une manœuvre tactique permettant d'échapper aux tirs ennemis en se déplaçant en spirale avec des changements de direction constants. Mise au point sur le terrain par le sergent-chef D.F. Vasnetsov le 21 mars 1944, elle est utilisée lors de rencontres soudaines avec des forces ennemies supérieures en nombre à courte portée. Son efficacité est confirmée par des données statistiques. Une augmentation du taux de survie de l'équipage de 22 à 37%, selon les conditions d'utilisation et le niveau d'entraînement du conducteur. Le schéma de la manœuvre est également inclus. La même spirale que le général-major Pavlov a dessinée au crayon sur une feuille de papier en mars 1944. Elle n'a pas changé en 80 ans. Même trajectoire, même principe. Le chauffeur de bus Gorky, manœuvrant désespérément les commandes de son char sous le feu de 12 chars Tigre, ignorait qu'il était en train d'écrire l'histoire. Il voulait simplement survivre. Il voulait sauver ses camarades blessés. Il voulait revoir sa femme. Il a survécu. Ses camarades ont été sauvés. Il n'a jamais revu sa femme. Elle est morte au combat. Mais sa manœuvre, née de la peur et de la volonté de survivre, a sauvé des milliers d'autres personnes. Des milliers de pétroliers qui ont emprunté la spirale Vasnetsov et sont rentrés chez eux, auprès de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs parents. Voilà le véritable héritage de la guerre. Ni les monuments, ni les médailles, ni les manuels scolaires. Et des vies sauvées. Des personnes qui ont survécu parce que quelqu'un avant elles, dans le désespoir et sous le feu ennemi, a trouvé comment survivre. Dimitri Fyodorovitch Vasnetsov, chauffeur de bus, conducteur de char. L'homme qui, un jour, a bouleversé le cours des choses et changé l'histoire de la guerre blindée. On se souvient de lui. Sa manœuvre perdure. Son effet se répète sans cesse. Dans les chars d'entraînement sur les champs de tir, dans les simulateurs informatiques des académies militaires, dans l'esprit de chaque conducteur qui sait. Si vous êtes encerclé, si les chances sont inégales, si la mort n'est qu'à quelques secondes, il y a toujours un moyen de survivre. Spirale. Changez de direction. Ne les laissez pas viser. Attendez encore une minute. Encore une. Encore une. L'aide viendra. Vous survivrez. Comment Vasnetsov a survécu ?